Nicolas Leroll, le professeur Nicolas Leroll Moi, tu me présentes, tu m'introduis pas, restons dignes. est professeur de médecine intensive et réanimation à Angers. Voilà, il a fait plusieurs travaux en toxicologie clinique et puis il est très impliqué dans le CEMIR, d'autant plus qu'il est doyen de la faculté d'Angers. Voilà, Nicolas, c'est à toi. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue à tous. Bienvenue dans le DES et bienvenue dans cette série de vidéos sur la toxicologie. Je vous propose quelque chose qui repart vraiment vraiment très pratique. Surtout dans le début, pour que vous mettiez vraiment dans la peau de quelqu'un, vous êtes animateur et vous êtes appelé aux urgences, voire même c'est vous qui prenez en première ligne aux urgences le patient, et qu'est-ce que vous faites à chaque, vraiment à la minute même où on vous pose la question. Alors, il s'agit de la situation de Madame K, qui est une patiente qui a voilà, un passé psychiatrique assez lourd, avec une anorexie mentale très sévère. Elle a déjà fait de nombreuses intoxications médicamenteuses volontaires, excusez-moi pour l'acronyme, et elle est retrouvée somnolente par son mari à domicile. Les pompiers l'amènent à l'hôpital, disent que c'est une IMV. L'infirmière d'accueil des urgences et le pompier ont coté le Glasgow à 14, mais rapidement, l'infirmière appelle parce que c'est en train de s'endormir manifestement. Et quand vous arrivez, elle a été mise sous oxygène par l'infirmière et a été mise en position latérale de sécurité. Et donc, la première question, c'est de façon très concrète à ce stade-là. Mais mettez-vous vraiment dans la peau de voilà, l'interne qui est aux urgences et vous demandez immédiatement à l'infirmière de préparer du fumazénil, de préparer de la naloxone. Pour l'instant, non, c'est encore trop tôt, réponse 3. Est-ce que vous demandez à l'infirmière de préparer de quoi l'intuber, ou est-ce que non, il y a vraiment d'autres choses importantes en priorité à faire? Alors, on n'est pas dans un esprit de QCM, de CN, vous étiez traumatisé par ça là, jusqu'à récemment. Il n'y a pas une précision dans les réponses exactes, c'est soit l'un, soit l'autre. Évidemment, ça peut être plusieurs et c'est pas aussi... voilà, on n'est pas dans une situation tranchée. Donc voilà, c'est parti. Donc c'est à vous de répondre. Alors, ouais, vous n'êtes pas beau. Allez, soyez courageux, répondez. On a un peu moins de 60% de réponses. J'ai mis fin au... Oui, ok. Donc, avec le partage. Donc, dans vos réponses, vous avez relativement, enfin, assez raison, hein, globalement. Parce que là, c'est beaucoup trop tôt pour prendre ce type de décision. Là. Vous venez d'arriver à dire à voir le patient. Et là, elle a été mise en PLS. Il n'y a pas une urgence immédiate à l'intuber à la seconde. Hein, elle n'est pas en arrêt. Les premières questions, on vous dit que c'est une IMV, et souvenez-vous que dans les IMV, on va vous livrer les patients avec cette étiquette-là. Votre premier travail, c'est de remettre en cause de façon systématique le diagnostic, et si c'était autre chose. Et donc, ça passe systématiquement par les grands signes d'orientation qu'on fait devant toute anomalie neurologique aiguë pour donner le cadre étiologique. Et donc, un examen soigneux du scalp pour voir s'il n'y a pas un trauma crânien, la glycémie capillaire, des signes de localisation sans ménager un doute sur l'histoire clinique de la fièvre. Je ne vais pas revenir sur des cours de médecine, mais c'est pour insister sur ces points d'orientation neurologique absolument majeurs avant de dire que c'est compatible avec une IMV. On a à peu près tous en mémoire un patient qui a été mis dans un coin en disant c'est une intox alcoolique, et éventuellement avec des médicaments. Et le lendemain matin, on découvre qu'il a une mydriase unilatérale et qu'en fait, il suffit de tourner pour voir qu'il a une plaie crânio-cérébrale et qu'en fait, c'est un extradural. C'est une histoire vécue, hein, ça, je l'ai vécu. Et donc, c'est une catastrophe. Hein. Et s'il y a un deuxième message, hors dehors de ces messages de fête de la médecine en premier, qui est de façon très concrète, quand les forces, les secours vous amènent un patient, vous ne laissez pas partir les secours avant de leur avoir
très précisément demander mais pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est une intox? Est-ce qu'il y avait une lettre? Est-ce qu'il y avait des médicaments? Est-ce que c'est quelqu'un qui leur dit ça ou est-ce qu'eux qui ont imaginé ça tout seuls parce qu'il y a déjà plein d'antécédents d'intox? Une fois qu'ils sont partis, les secours, c'est trop tard. Vous ne les récupérez pas, vous ne leur demanderez pas qu'est-ce qu'ils ont vu à domicile. Le dernier message, alors ce n'est pas tellement pour savoir si c'est une intox ou pas, mais dans le cas d'une intox, pour savoir ce que les médicaments qui ont été ingérés, généralement les interrogatoires sont malgré tout assez fiables de la famille, de l'entourage, des personnes qui sont interviewées à domicile. Il y a deux professions dans lesquelles il faut se méfier, c'est les professions de santé parce qu'ils ont accès à des médicaments et à des substances et quand ils veulent se tuer, enfin très diverses, et quand ils veulent se tuer, ils savent très bien quoi prendre. Et ils ne vont pas le dire. Et milieu agricole, les produits de la ferme sont extrêmement divers et dangereux. Donc voilà, une première étape. Est-ce qu'on ne se fait pas piéger? En fait, ce n'est pas une intox. Alors, je continue. Donc là, il y a eu une lettre d'adieu, en fait, et les secours rapportent qu'il y a eu du bromazépam, qui était des plaquettes de bromazépam, donc du Lexomil, qui était à côté d'elle. Donc là, maintenant, à ce stade-là, maintenant que vous savez que c'est une intox, qu'il y a eu une prise de bromazépam, voilà. Est-ce que vous faites du flumazenil? Maintenant, vous dites à l'infirmière, bon, maintenant on y va, voilà, Glasgow qui est en train de s'altérer. Parce que là, la discussion, c'est il faut protéger les voies aériennes. Est-ce qu'on intube ou est-ce qu'il y a un antidote qui est capable de réverser son trouble de conscience? Donc, flumazenil, pas de flumazenil, ou attendre des dosages toxicologiques pour savoir exactement ce que la patiente a pris avant d'y aller. Donc là, c'est pas mal, on a pas mal de réponses déjà. Donc on peut continuer. Alors en fait, les réponses, c'est pas sur une note. Hein. Donc la question, c'est pas de bien ou de mal répondre, c'est pas le problème. Vous êtes une majorité à dire flumazenil. Je trouve que c'est encore un tout petit peu tôt pour dire qu'il faut du flumazenil. Parce que vous savez que le flumazenil, il ne faut pas le faire s'il y a une co-intoxication avec un produit proconvulsivant ou quelqu'un qui a un antécédent épileptique, parce que vous allez lever l'effet anticonvulsivant des benzodiazépines et la personne va convulser sous vos yeux atterrés. Et ça, c'est toujours pas bon, surtout en cas de toxicologie, les patients s'aggravent lors des convulsions, notamment si c'est un effet tricyclique stabilisant de membrane. Et donc là, il manque un élément qui est de savoir, OK, on vous dit que c'est des benzos, mais est-ce que le toxidrome est vraiment compatible avec des benzos? Donc, il y a la version de on attend les dosages, mais si vous attendez les dosages pour être sûr qu'il n'y a que des benzos et pas autre chose de proconvulsivant, en pratique, les dosages, vous les aurez trop tard, vous aurez déjà dû intuber les patients dans l'intervalle. Ce n'est pas décrit dans les livres. On a discuté avec Dominique, on est assez d'accord pour dire que dans le cas d'une intoxication supposée aux benzodiazépines, elle est quasiment sûre l'intoxobazo là, mais supposée isolée aux benzos, la place du toxidrome est majeure. Si votre toxidrome est vraiment sur un centre de neurolaxation, c'est un patient qui a un coma calme, détendu, des pupilles intermédiaires, pas de réflexe vif, c'est compatible et probablement il n'y a pas d'autre chose qui est très actif en ce moment-là. Et là, on peut se dire, sur cet argument-là, je peux faire le flumazenil. Si en revanche, là, à ce stade-là, vous tapez les réflexes qui sont vifs, il y a une personne le coma est agité, il y a une hypertonie, ça ne colle pas avec les benzos. Peut-être qu'elle a pris des benzos, mais il y a autre chose. Et notamment un produit anticholinergique, surtout si l'amydriase et un globe. Et là, il ne faut surtout pas faire le flumazenil. Donc, à ce stade-là, alors, il manque l'information du toxidrome. Et donc là, c'est pour ça que l'étape suivante, c'est que là, on vous dit c'est un coma calme, hypotonique, les pupilles sont intermédiaires, le CG est normal, donc il n'y a pas d'effet stabilisant de membrane, l'état immunique est normal, on est vraiment un tableau compatible avec des benzos, ok, là, on peut faire du flumazenil. Donc, c'est ce qui est fait. 1 mg de flumazenil, ce qui est une bonne dose, et la patiente se réveille, mais très transitoirement. On met l'équipe arrive à réveiller très difficilement avec une dose de flumazenil, partiellement, en fait, c'est plutôt partiel et transitoire, et même en mettant la seringue électrique, la personne se réendort, il faudrait quasiment faire des bolus permanents au flumazenil. Donc, bon, c'est pas une. Alors, on veut dire qu'on ne va pas réussir à la réveiller suffisamment pour éviter l'intubation, donc la patiente est intubée. Dominique, tu m'interromps quand tu veux, et les autres personnes, vous m'interrompez quand vous voulez si vous avez des questions. Alors, à ce stade-là, la patiente est intubée, on suspecte que ce soit des benzos, mais on dit qu'il n'y a peut-être pas que des benzos parce que l'effet du flumazenil n'est quand même pas tout à fait comme attendu. Et qu'est-ce que vous faites partir comme dosage à ce moment-là? Un screening toxicologique. Alors, attendez, avant de répondre, que je vous dise ce que c'est que le screening toxicologique, parce que
on n'appelle pas du tout pareil les mêmes choses en fonction des différents hôpitaux. Alors, dosage de bromazépam, c'est un dosage ciblé. On demande au laboratoire le dosage juste du bromazépam quantitatif dans le sang. Le screening toxicologique, c'est ce que j'ai marqué là sur la petite plaquette qui est à droite. C'est comme un test Covid, hein, c'est un ELISA. On met une goutte de sang. La goutte de sang voilà, va diffuser sur la plaquette et ça va des petites bandes qui vont apparaître. Alors là, c'est une plaquette pour les drogues. Donc, c'est amphétamine, cocaïne, opiacés, donc cannabis. Mais vous avez des plaquettes qui font alors jusqu'à 11 trucs différents, mais généralement, c'est une plaquette qui fait tricyclique, benzo, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a 5 psychotropes classiques. Donc, qu'est-ce que vous faites? Un dosage, un screening toxicologique, donc qui est ce dosage qualitatif, oui, non. Un dosage de bromazépam, un criblage toxicologique. Donc, le criblage toxicologique, j'y reviendrai après, c'est du dosage en chromatographie haute pression. Donc, on sépare toutes les molécules du sang et elles sont révélées. Donc, on révèle tout dans le sang. Et puis, juste des tubes conservatoires mis au frigidaire. On laisse un petit peu avancer. Bon, sur 17% de réponse, donc vous avez, enfin, la moitié, vous dites un screening, donc la plaquette, la droite, qualitatif, quelques-uns dosages de bromazépam, le criblage toxicologique sans urine, tube conservateur. On va voir, moi, un peu de réflexion dessus. Alors, la première réflexion, c'est que pourquoi est-ce qu'on fait des dosages ou pourquoi est-ce qu'on a développé beaucoup de dosages? C'est que les patients, en fait, ne racontent pas toujours exactement ce qu'ils ont fait. Ça, c'est une étude avec des gens parfaitement conscients. Hein, c'était une clinique de consultation. On demandait aux patients s'ils avaient pris de la cocaïne, on les testait. Il y en avait 162 qui disaient qu'ils avaient, enfin 162 avaient pris de la cocaïne, et il y en a et une grosse majorité, 80%, disaient qu'ils n'avaient pas pris de cocaïne. Donc sur tout ce qui est toxicologie, l'interrogatoire des patients peut être pris en défaut dans un certain nombre de cas. Alors c'est pour une situation américaine qui n'est pas la même que la situation française, quand même. Alors, le screening, ce qu'on appelle screening, mais encore une fois, ça dépend de ce que fait chaque laboratoire. Et un des messages majeurs, c'est renseignez-vous derrière ce qu'il y a, chaque dosage que vous demandez, enfin chaque test que vous demandez, c'est probablement pas la même chose d'un hôpital à la même note, à l'autre pour le même nom. Donc le screening, hein, c'est ça, c'est ces plaquettes. Hein, donc c'est une réaction antigène-anticorps, c'est une réactivité croisée qui marche par qualitatif de famille. Donc là, je vous ai montré une plaquette drogue sanguine. Il y a des plaquettes pour les psychotropes. Alors, premier message, ça n'a aucun intérêt si c'est le traitement chronique du patient. C'est-à-dire détecter quelqu'un qui prend des benzos au long cours, faire ce test-là pour savoir qu'il y a des benzos, on s'en fout totalement. C'est-à-dire vous avez déjà la réponse, c'est sur son ordonnance. Le problème de ces tests-là, alors là, c'est compliqué à analyser comme diapo, comme élément, mais il y a beaucoup de faux négatifs. Et ce que montre là, c'est que quelque chose qui a un seuil de positivité théoriquement à 200 microgrammes par litre pour une benzo, quand on met du bromazépam à 300 mg par litre, en fait, la moitié des cas ne sont pas détectés. Et quand on monte le bromazépam, on monte un peu plus de taux de détection. Mais globalement, le bromazépam ne vire pas positif pour benzo sur cette plaquette, qui est une plaquette très courante. Hein. Et donc, c'est un faux négatif classique de ces plaquettes, c'est le bromazépam. Alors qu'on sait que la plupart des intox sont au Lexomil, bah, c'est quand même tarte. Hein. Et inversement, je ne vais pas redétecter non plus, mais sur benzodiazépine, ces plaquettes vont virer positif en présence d'un certain nombre de tricycliques. Donc, la patiente a pris des benzos, des Lexomil, ça ne détecte pas, ça ne vire pas pour les benzos. Elle a pris un tricyclique, et ben voilà, vous allez avoir un faux positif pour les benzos. Et donc, ce n'est vraiment pas des bons tests. Ils ne détectent pas en plus pour la plaquette drogue les drogues de synthèse. Ils ne vont pas détecter dans les morphiniques la buprenorphine et la méthadone, alors que maintenant, c'est quand même des problèmes majeurs en intoxication. Donc, en pratique, ces tests pour nous, moi, ce que j'appelle screening, mais je ne sais pas comment l'appelle votre laboratoire, c'est des demandes généralement un peu molles. On sait un coup de chalut dans l'eau, on va voir, on ne sait pas trop ce que c'est, on cherche à voir. C'est un test qui est assez mou dans sa réponse et donc ça a bien été étudié. Ça a très peu d'impact sur la prise en charge. Donc, ça peut être des tests qu'il ne faut pas faire. Ouais, Dominique. Alors, juste, je rajouterais peut-être un élément dans l'interprétation. Peut-être le seul élément où c'est intéressant, ces tests-là, c'est chez l'enfant naïf. Ouais. Voilà, non, mais c'est juste, alors on est peu habitué à faire de la pédiatrie. Après, je suis totalement d'accord avec toi sur le peu d'intérêt de ce type de choses, mais chez l'enfant naïf, ça peut être un bon élément d'orientation face à un coma ou
Chez l'enfant, moi, j'ai un superbe cas clinique. Alors oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est probablement, ces tests-là sont probablement pas si mal que ça pour les drogues, enfin pour la détection de cannabis opiacé, avec la réserve que ça ne détecte pas la buprenorphine et la méthadone. Chez l'enfant, moi, j'ai un magnifique cas clinique d'un enfant positif sur ses plaquettes avec le THC. Vous imaginez que enfant comateux, THC positif, ça commence à sentir la déclaration au procureur quand même vis-à-vis des parents. Et en fait, c'est un faux positif avec le niflurine. L'acide niflurinique fait virer le THC sur les plaquettes. Donc, c'est pas voilà. la panacée non plus. Alors, en fait, sur les tests, il faut réfléchir à un test qui est approprié, une population adéquate et une pression précise. Et c'est là où vous aurez une réponse qui va avoir un impact. Et donc, il y a deux tests qui répondent, enfin deux éléments qui répondent à ces choses-là. C'est le criblage haute qualité et c'est le dosage spécifique ciblé. Dosage spécifique ciblé, ça, c'est un consensus sur le toxicologie, les réanimateurs et les biologistes pour dire qu'il y a cette liste de médicaments-là, quand vous avez une suspicion de surdosage, il faut demander en urgence le dosage quantitatif dans le sang du toxique, puisque ça va avoir un impact direct sur la prise en charge. Parce qu'il va y avoir un antidote, parce qu'il va y avoir une épuration extra-rénale, parce qu'il va y avoir, au-delà du pronostic, qui a un impact thérapeutique immédiat. Et ça, tous les laboratoires qui accueillent tous les laboratoires associés au service d'urgence doivent être capables de faire à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, en moins d'une heure, ces différents dosages. Donc, ça ne faut pas les louper. Donc, vous voyez, le bromazépam n'apparaît pas dedans, parce que, en fait, en fonction du taux quantitatif du bromazépam, vous allez rien changer la prise en charge. C'est l'effet clinique qui change pour bromazépam, ce n'est pas le dosage. Oui, Dominique? Alors, il y a juste une question de OE. Donc, en quoi le dosage modifie la prise en charge chez l'enfant versus l'adulte? Non, ça c'est chez le. Alors, En fait, ça ne modifie pas la prise en charge. C'est que chez l'enfant, on va dire que interpréter un enfant naïf de tout traitement, oui. interpréter un test toxicologique a plus de valeur que versus un adulte, avec toutes les limitations néanmoins que vient de dénoncer Nicolas, et notamment les croisements entre les différentes molécules. C'est juste le terrain en fait qui n'est pas le même et qui permet parfois d'arriver plus vite au résultat malgré des techniques qui ne sont pas extraordinaires. C'était pour Omar. Merci pour ta question, Omar. Il y a une réponse aussi. Autant chez l'adulte, les médicaments ingérés sont assez prévisibles. C'est à peu près toujours les mêmes dans 90% des cas. Autant chez l'enfant, ils ont chopé ce qui traînait. Pas évident. C'est moins facile. Et donc, la deuxième technique de test vraiment appropriée, c'est ça, c'est le criblage toxicologique dont je vous ai parlé. On prend le sang, il y a une séparation sur colonne de chromatographie haute pression qui va séparer toutes les molécules dans le sang, mais tout, hein, pas que les médicaments. Il va séparer tous les ions, il va séparer toutes les protéines dans le sang naturel. Et ensuite, ça va détecter, alors il y a différents types de détection, hein, ça c'est en en ultraviolet, ça c'est en spectrographie de masse, donc ça c'est les biologistes qui s'amusent. Et vous voyez, ça donne un spectre qui est en bas, là, vous voyez là, qui donne toutes les molécules détectées dans le sang, et ça va vous dire, bah voilà, ce spectre-là, ce pic-là, là, vous voyez, je ne sais pas, au milieu, là, et ben ça correspond à telle molécule, il y a des catalogues de molécules qu'ont les biologistes, et en plus, vous avez la concentration dans le sang, donc ça détecte tout ce qui est anormal. Donc c'est hyper performant. Mais ça coûte extrêmement cher, hein. C'est 400 € par dosage. 400 € par dosage. En fait, généralement dans le sang et l'urine, donc vous êtes à 800 €. Et donc, c'est indiqué, ce criblage toxicologique qui est de très haute qualité. Quand vous avez une défaillance d'organes inexpliquée dans le cadre d'une intoxication suspectée ou avérée, ou quand vous avez une évolution antiépique d'un médicament pour lequel au départ, vous n'aviez pas demandé ça. Et le criblage, vous n'avez pas la réponse dans les quelques heures, hein. Vous avez la réponse au mieux dans les 24 heures quand c'est un jour ouvrable. Donc, c'est vraiment quelque chose de réflexion de fond. Et donc, en pratique, ce n'est pas pour vous, en fait, ce n'est pas en garde que vous avez décidé d'envoyer un criblage toxicologique. Ça se fera le lendemain avec la réflexion entre le centre antipoison, le toxicologue, le réanimateur. En pleine nuit, vous avez deux choses à savoir. Donc, c'est ces dosages, voilà, de cibler si vous avez la molécule suspectée, hein, pas forcément avérée, suspectée, et
la deuxième chose qu'il faut faire systématiquement pour tous les patients de réanimation sur lesquels vous avez une ambiance toxicologique, c'est faire ce qu'on appelle les tubes conservatoires. Donc, c'est des tubes, c'est des tubes bleu foncé. Je ne sais plus ce que c'est comme milieu, Denis me corrigera peut-être. Il n'y a même pas de centrifugation à faire, ça se met au frigidaire et ça donne ensuite dès l'entrée du patient. Et comme ça, le lendemain, on peut se dire on envoie, on n'envoie pas, et on a une stratégie de réflexion. Vous voyez, ça c'est dans le frigo en réanimation à Angers. Il y a par jour, on met les tubes des patients qu'on a reçus avec une question toxicologique, et on sait qu'au bout d'une semaine, on les jette. Donc c'est pour ça que c'est par jour comme ça. Et comme ça, on peut retrouver dans les 7 jours précédents les patients en fonction de leur jour d'arrivée et envoyer le tube au laboratoire. Donc, si je reviens sur le cas clinique de la patiente, donc voilà tout ce qu'on a fait, les questions. Et donc moi, à ce stade-là, la patiente, alors ça se discute d'envoyer le criblage toxicologique parce qu'elle a une évolution pas attendue sous flumazenil, mais ce n'est pas le truc du soir même. Et donc là, parce qu'on ne va pas avoir la réponse de toute façon, ça ne sera pas traité le soir même. Donc moi, la seule chose que je proposerais, c'est des tubes conservatoires. Le dosage du flumazimil, ça n'a pas d'intérêt. Du bromazépam, ça n'a pas d'intérêt. Et de toute façon, ce ne sera pas fait. Ça n'existe pas, le dosage du bromazépam. Ça passe uniquement par un criblage, un criblage où on passe tout. Le screening, je vous ai dit ce que j'en pensais. Pour moi, c'est de la merde, il ne faut pas en faire. Alors, l'upper c'est une ancienne question, je ne l'ai pas modifiée. Alors, la question qui vient en plus, pour les patients de réanimation, ambiance toxicologique, c'est de faire systématiquement, dans la liste des médicaments que je vous ai montré qu'il faut doser en cas de suspicion, c'est de faire du paracétamol, ce qui est quand même très fréquemment pris. On peut se faire piéger. C'est une recommandation assez pas très affirmée de ma part et qui ne repose pas sur des études très bien faites. Il y a un certain nombre de patients sur lesquels on n'a pas l'information qu'ils aient pris du paracétamol et pourtant ils en ont pris. Donc, le dosé peut vous éviter de vous retrouver avec une intox au paracétamol non détectée. Et la question se pose aussi pour l'éthanol. L'éthanol, c'est intéressant de le savoir parce qu'il faut anticiper un réveil très agité, un réveil incomplet, des réveils brutaux. Les patients alcooliques se réveillent brutalement parce que la relation effet-dose est sigmoïde. Donc, à un moment, en baissant, tout d'un coup, brutalement, ils se réveillent. Donc, je ne sais pas si Dominique, tu veux commenter sur cette information de faire un peu systématiquement en ambiance psychotonique du patient de réanimation. Je ne parle pas du patient aux urgences, mais de faire systématiquement paracétamol et éthanol. Oui, tout à fait. Alors, avec juste la limite de l'éthanol pour les troubles de la conscience, c'est que quand même, si le patient est alcoolique, il a une tolérance, si bien que même à 3 grammes, ça n'explique pas son état neurologique. Mais néanmoins, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une information pertinente de réveil dans un tableau toxicologique. Alors, une illustration de pourquoi ça va servir, les tubes conservatoires, dans ce cas-là. Donc, la patiente est à J3. Alors, vraiment, les informations étaient cohérentes pour dire avec la famille qu'elle ait pris que du bromazépam, mais voilà, le Nexat ne marche pas très bien. À J3, elle ne se réveille toujours pas. Le flumazénil qu'on reteste à chaque fois marche, mais très transitoirement. Alors, on arrive à la réveiller cette fois-ci au flumazénil, ce qui est la démonstration que c'est bien de la toxobenzo, mais on a beau laisser une dose d'entretien, elle se réendort tout de suite. Et donc, on va reprendre le criblage de J0 qui va montrer qu'il y avait bien un surdosage en bromazépam, milligramme par litre, c'est vraiment très important. On a retrouvé de l'aldol, mais à des taux thérapeutiques, donc il n'explique pas le coma. Et on renvoie un criblage à J3 et le criblage qui va retrouver la même dose, exactement, la même concentration de bromazépam. Et ça, c'est une situation qui est amusante en toxicologie, c'est que normalement, le bromazépam, ça a une demi-vie est de 25 heures, si je ne dis pas de bêtises, Dominique, c'est une demi-vie longue, le Lexomil. Mais normalement, au bout de 3 jours, ça aurait dû baisser, les personnes auraient dû se réveiller. Donc là, ce qu'on évoque, généralement, c'est un bézoar, c'est-à-dire des comprimés agglomérés dans l'estomac qui sont devenus gigantesques, comprimés à libération progressive. Donc là, une radiothorax, il y a une image très bizarre sur la poche aérienne gastrique, mais il n'y avait pas de rupture phrénique ou de pneumopéritoine. Mais en tout cas, on ne voit pas de bézoar. Et de toute façon, les bézoars, c'est intéressant parce qu'on sait que c'est un bézoar, on le voit sur la poche aérienne gastrique, enfin dans l'estomac, en radio, on fait une vidange digestive à ce moment-là, avec du polynidicol à très forte débit pour que ça sorte par les voies naturelles, mais là, ce n'était pas le cas. Et en fait, donc, on a demandé aux toxicologues de s'intéresser. Ce qu'ils ont mis en évidence, c'est l'altération du métabolisme du benzodiazépine chez cette patiente et qui a fait, on a fini par la réveiller de façon continue au flumazénil
ce qui a permis de l'extuber, mais elle a fait 15 jours de flumazenil en continu, à forte dose, dès qu'on a arrêté, elle se réendormait. Donc voilà, l'intérêt des tubes conservatoires, voilà, donc pour vous, 2 messages très simples, tube conservatoire et le dosage de ces molécules pour lequel le dosage immédiat de ces molécules pour lesquelles il y a un impact immédiat sur la prise en charge. On pourra vous transférer le diaporama ensuite, hein, mais la liste se retrouve partout. Donc voilà, la synthèse du message. Alors, quelques éléments épidémiaux que je complète sur cette première présentation, avant que je fasse évoluer le cas clinique. Donc ça, c'est l'épidémiologie, par exemple, observée dans une ville de taille moyenne, à Angers, sur 1 an. C'est une époque où on avait toutes les intox passaient en réanimation, quelle que soit la gravité. Alors, elles passaient pas en réanimation, mais elles étaient évaluées par les réanimateurs sur le plateau technique de réanimation. Et donc, on avait à peu près on évaluait 1000 patients par an. Et vous voyez, l'épidémio de la toxicose, c'est à peu près celle-là. Hein. C'est que dans 70% des cas, ce sera des benzodiazépines. Dans 40% des cas, de l'alcool. Donc, très fréquemment, dans quasiment 60% des cas, c'est benzo plus alcool. C'est ça, la toxicologie courante. Hein. Et après, ce qu'on trouve, c'est les autres psychotropes classiques, les antihistaminiques, sédatifs, les inducteurs du sommeil, hein, les antidépresseurs non tricycliques, donc les IRSR, les neuroleptiques. Et puis, en deuxième vague, vont venir les antidouleurs avec le paracétamol, le tramadol, les AINS, et puis ensuite va venir de moissons moins fréquentes, mais occasionnelles, hein, les cardiotropes, les autres antiépileptiques, et puis tout est évidemment divers, tout est possible et imaginable dans la pharmacopée, mais retenez que l'essentiel des médicaments en toxicologie sont des médicaments qui endorment avec de l'alcool. Après, ce qui n'empêche pas d'avoir des choses beaucoup plus compliquées à gérer en termes de médicaments. Et puis, dans la toxicologie, il n'y a évidemment pas que les médicaments. Donc ça, c'est l'observation j'ai une ville avec un environnement rural, hein, des champignons. Là, en ce moment, on est sûr qu'on va envoyer chaque année un patient en centre de greffe à peu près. L'intox au CO. Alors, nous, on a un caisson hyperbare, donc on a un biais de sélection, mais on a 25 patients qu'on envoie au caisson, qu'on cloisonne chaque année. Alors, en ce moment, c'est la période où on a des familles entières, parce que le barbecue fait à l'intérieur de la maison. Certes, ça évite d'aller dehors quand il fait froid, mais ça fait une intox au CO de toute la famille. Il y a un intox par les plantes, ce n'est pas très fréquent, mais on a une toxicologie des plantes qui est assez divertissante. Il y a les animaux, donc le Pays de la Loire sont la première zone française d'envénénisation vipérine. Et puis, tous les produits possibles, les produits ménagers, les produits phytosanitaires dans les campagnes. Alors, ce n'est pas très fréquent, mais c'est des intox souvent assez compliqués à gérer parce qu'il n'y a pas beaucoup de volume, pas beaucoup d'expérience et pas évident à diagnostiquer. Alors, un message sur la mortalité dans les intoxications. Il y a un aphorisme en toxicologie qui dit « les médicaments qui endorment ne tuent pas, les médicaments qui n'endorment pas tuent ». Ça, c'est vrai parce que c'est les intoxications qui sont passées dans les mains des médecins avec un message majeur, que les médicaments qui endorment, qui sont les plus fréquents, ne tuent pas à partir du moment où vous avez protégé les voies aériennes. Et ça, c'est le message majeur en toxicologie. Dans 95% de la toxicologie, le rôle du réanimateur, ça revient, pour sauver le patient, à protéger les voies aériennes. Parce que nous, sur les quelques décès qu'on a, c'est exceptionnel qu'on ait des décès sur des benzos, sur des neuroleptiques, sur des médicaments, on va dire, fonctionnels cérébrales qui endorment. Ça va arriver sur des inhalations massives ou des patients qui ont fait l'arrêt cardiaque à la prise en charge initiale. Mais quand on reprend les décès en médecine légale sur le même territoire pendant l'année, c'est une catastrophe. On a en gros 3 décès par an ou 2 décès ou 1 décès par an en réanimation. Il y a sur le même territoire environ 200 à 300 décès par an à domicile qui ont pris généralement juste des médicaments qui endorment, donc benzo-alcool, mais eux, ils ont inhalé massivement, ils sont morts sur place. Évidemment, les réanimateurs ne les ont pas vus, c'est le médecin légiste qui les a vus. Et donc, la toxicologie en termes de fréquence, c'est la protection des voies aériennes qui compte. Après, à l'hôpital, une fois que les voies aériennes sont protégées, ou qu'il n'y a pas besoin de les protéger parce que ce n'est pas un médicament qui endort, oui, en réanimation, c'est les médicaments qui n'endorment pas, qui ont une pathologie lésionnelle d'organes ou fonctionnelle cardiaque, qui vont tuer. C'est
les bêta-bloquants avec effet stabilisant de membrane, alors qui vont peut-être un petit peu endormir, parce qu'ils sont lipophiles, ils passent la membrane, la barrière ménagée, donc ils vont endormir un peu. C'est l'isoptine, qui n'endort pas, mais qui est catastrophique en toxicologie, parce que la vasoplégie plus l'insuffisance cardiaque, c'est très difficile à prendre en charge. C'est le paracétamol à très haute dose vu avec retard, parce que là, on a beau faire de l'acétylcystéine, c'est souvent un peu tard, mais c'est des cas absolument exceptionnels. Donc voilà que vous avez vraiment les idées claires en termes, avec cette vision épidémiologique, de la protection aérienne va rester au cœur de votre métier en première cible. Alors, je ne sais pas si Dominique, tu veux commenter, ajouter là-dessus. Je ne sais pas si Bruno nous a rejoint ou pas. Non, Bruno a dû reprendre une garde, donc il ne sera pas là. Non, je suis d'accord avec toi. Après, il y a dans ce qui tue aussi potentiellement, c'est ce qui fait convulser. Oui. Voilà, mais bon, après, ça reste des psychotropes. Et c'est vrai que finalement, c'est toujours la même triade, hein, c'est cardiovasculaire et neurologique. C'est ça qui doit guider l'urgence, en tout cas. Alors, paradoxalement, dans les psychotropes, ce qui va tuer, c'est ce qui fait convulser et les antiépileptiques. Parce que ce qui fait convulser, c'est les tricycliques, c'est des neuroleptiques à très haute dose, c'est bon, et puis ce qui va tuer, c'est les antiépileptiques, c'est-à-dire voilà, la dépakine, c'est extrêmement dangereux, le tegretol, c'est extrêmement dangereux à haute dose. Alors, cette patiente, à 6 mois, a eu un diagnostic de psychose maniaco-dépressive, a été mise sous lithium et tertium. Il y a eu un arrêt de l'isoptine, et ça c'est intéressant, et puis elle a été mise en maladie longue durée. Cette plaque a plein d'informations importantes en toxicologie. La première, c'est que les patients, c'est cette diapositive-là, c'est que ça, c'est une étude qui a comparé des patients appariés pour l'âge et le sexe entre ceux qui avaient fait une tentative de suicide, quelle que soit la modalité, versus des contrôles qui n'avaient pas fait de tentative de suicide. On a regardé la mortalité précoce dans les années à venir et par quel type de cause de décès. Et ce qu'on observe, c'est qu'on peut transférer ça en années de vie perdues par cause de décès. Et on voit que les gens qui ont fait une tentative de suicide vont mourir de façon précoce dans les années à venir. Beaucoup d'accidents, beaucoup de récidives de tentatives de suicide, de maladies cardiovasculaires, de maladies digestives, de cancers, de maladies neurologiques. En fait, on isole une population à très haut risque comorbide parmi ceux qui ont fait une intoxication médicamenteuse volontaire. C'est une population qui a des problèmes psychiatriques, des problèmes d'addiction, population qui va avoir pas forcément un très bon suivi. C'est pas très difficile de faire survivre un patient qui a une intoxication à l'hôpital. La mortalité est très faible. La plupart, vous allez les faire survivre, et heureusement. Le problème, c'est après. Et le après, c'est toute leur comorbidité. Et le problème, après, c'est ça. On avait comparé des patients qui avaient été intubés pour une intoxication versus des patients qui n'avaient pas été intubés pour une intoxication, en reflet du degré d'intentionnalité, sachant que ceux qui étaient intubés, ils avaient pris plus de drogue, ils avaient pris des doses plus importantes. Et ce qu'on observait, ça c'est la courbe qui est en bas, une mortalité dans l'année qui était de 10% parmi ceux qui avaient été intubés. Donc, ils ont été intubés, ils sont sortis vivants, et 10% dans l'année sont morts. C'est une étude qu'on a fait localement. Et ils sont tous morts de récidive de tentative de suicide. Et ça, c'est un problème majeur, c'est quand vous avez une tentative de suicide grave, c'est-à-dire avec une prise en charge en animation, vous avez un risque de mortalité très important. Et donc, il faut faire extrêmement attention à la prise en charge de ces patients, d'où la réflexion qui avait été faite sur les patients d'arrêter l'isoptine, qui est un médicament à haut pouvoir létal, et en cas d'intoxication, et donc d'éviter que la patiente ait cette expédition des choses qui tuent. Et ce qui est très important pour cette patiente, c'était de pouvoir traiter son problème psychiatrique de fond et donc de la mettre sous un diagnostic de PMD et lithium plus R100. Alors, bien évidemment, ça n'empêche pas tout. Et cette patiente se représente aux urgences 6 mois plus tard. Elle est confuse, elle est agitée, elle a des myoclonies. Donc là, on n'est pas du tout dans un toxydrome de neurolaxation évocateur de benzo. Et là, si on vous dit elle a pris des benzos, est-ce que vous mettez du flumazenil? La réponse est à l'évidence, mais surtout pas. Elle est manifestement déshydratée. Elle a une natrémie qui est élevée. Elle a une insuffisance rénale, parce que d'habitude, elle a une créate beaucoup plus basse, autour de 30-40, cohérente avec son poids et son BMI très faible. Elle urine encore, elle n'est pas anurique.
L'ECG est normal. Là, devant le trouble de conscience, il est hors de question de faire du flumazenil. Bon, il n'y a pas de tableau de morphinique, donc il n'y a pas eu de Narcan non plus. Et donc, elle est intubée, transférée en réanimation. Là, il y a un dosage de lithium qui est fait, qui revient à 2,9. Les taux thérapeutiques de lithium, c'est entre 0,6 et 1,1. Donc 2,9, pas très élevé. Hein. Mais à votre avis, est-ce que ce tableau-là est compatible avec celui d'une intoxication au lithium, ou est-ce que l'intoxication au lithium explique la symptomatologie de la patiente? Ou est-ce qu'il faut aller rechercher autre chose? Dit autrement, est-ce que vous faites juste un dosage de lithium, et puis comme c'est une ambulance de réa, paracétamol, alcool, ce que je dis de faire, et puis des tubes conservatoires, ou est-ce que le lendemain, vous envoyez le criblage? Donc, si vous envoyez le criblage, bah, vous répondez non, le lithium n'explique pas. Si vous n'envoyez pas le criblage parce que vous dites que c'est une intox au lithium, pas besoin d'aller plus loin, vous répondez oui. Allez, un peu plus de réponses là. Pardon, j'ai arrêté le vote un peu. Ah, ok, bon, ok. Non, c'est bon. Oui, alors empathique. Alors, faut que je supprime parce que j'ai l'écran, le truc qui me. En plein sur mon écran, j'ai la fenêtre des réponses du truc là. Voilà, hop, je le ferme. Oui, en pratique, c'est un tableau parfaitement compatible avec une intox au lithium. Ah là, pourquoi ça fait ça? On va revoir juste après le tableau de l'intox au lithium, hein, en reprenant les études publiées dessus. Mais c'est... attendez, je ferme mon truc. C'est parfaitement compatible avec une intox au lithium. Je crois que dans cette situation-là, il n'y a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus. Il faut faire des tubes conservatoires, parce que si ça évolue de façon un peu bizarre, on peut toujours l'envoyer. Et donc, la question maintenant, donc le patient, je le rappelle, est intubé, ventilé en réanimation. Quelle est votre prise en charge initiale en termes toxicologiques? C'est une patiente qu'il faudra remplir de façon très abondante, ça on verra. Mais est-ce que vous faites du charbon activé, dose unique, du charbon activé, dose multiple, c'est-à-dire en gros 25 grammes 4 fois par jour, dose unique c'est 50 grammes en une fois. Alors là, elle est intubée ventilée, c'est une stimulation gastrique, hein, donc on peut le faire. Il n'y a pas de problème pour les voies aériennes, ce n'est pas quelqu'un qu'on va forcer à boire. Est-ce que vous faites du kayex-salate? Vous faites une irrigation digestive, donc 1 litre heure de PEG jusqu'à obtention d'un effluent clair par l'anus, c'est-à-dire qu'on vide tout le tube digestif, ou est-ce que vous faites une épuration extra-rénale? Encore un peu de réponse. Oh, c'est bon là. J'ai mis fin au vote. Ouais, super. Alors, arrêtez le partage. Je l'écarte parce que mon truc, il apparaît en plein milieu de mon écran. Hein. Alors, on va voir ces différents points, ces différentes possibilités thérapeutiques. Je vais commencer par un petit mot sur l'épuration extra-rénale de façon générale en toxicologie. Donc, ça fait longtemps que l'épuration rénale a été évoquée pour évacuer les toxiques dialysables, ceux qui passent ceux qui. Alors, je vais juste arriver à faire un truc. J'ai l'écran plein milieu du truc. Je ne sais pas comment il faut faire. Excusez-moi, j'ai un petit problème technique parce que j'ai la fenêtre du sondage qui est en plein milieu de mon écran. Voilà. Donc, ça fait longtemps que l'épuration extra-rénale, l'hémodialyse notamment, est une technique dans les arsenals des toxicologues. Ça, je vais vous montrer de façon amusante. C'est publié dans les 60, fin des années 60, la détoxification de l'éthanol par la dialyse. Et je sais que ça a été fait dans un centre de dialyse américain qui faisait payer, qui offrait contre rémunération chère. Si vous bourriez la gueule jusqu'à 3 heures du matin, à 4 heures, vous arrivez dans le centre de dialyse, vous faisiez dialyser, vous faisiez chuter très vite votre éthanolémie et à 8 heures, vous retrouviez au travail, frais à dispo, avec une éthanolémie nulle. Bon, évidemment, ce n'est pas recommandé. Dans les centres antipoison américains, alors, je vois qu'il y a des questions dans le... Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Ça, c'est le courbe de recours à l'épuration extra-rénale en toxicologie.
où on voit que ça augmente pas mal dans les dernières années, notamment l'hémodialyse. Les autres techniques, hémoperfusion et les autres techniques n'ont pas le vent en poupe, mais l'hémodialyse est de plus en plus utilisée. Alors ça, c'est une donnée américaine. Je ne suis pas sûr du tout qu'en France, on a les mêmes degrés de recours à l'épuration extra-rénale en toxicologie. Il y a un groupe de travail qui s'appelle EXTRIP, Extracorporeal Treatments in Poisoning Workgroup, qui rassemble un club de toxicologues internationaux, qui a publié une série d'articles, de réflexions et surtout d'analyse de littérature sur les indications de l'épuration extra-rénale en toxicologie. Donc, vous pouvez, quand vous avez une question, faire EXTRIP et le nom de la molécule. Et donc, je vous ai mis la molécule là, qui ont été traitées par EXTRIP, sur lesquelles il y a eu des publications. Il y a des publications de synthèse sur l'ensemble des molécules qui sont faites. Avec une approche par EXTRIP, qui est la réflexion de base, c'est que pour envisager l'épuration extra-rénale chez un toxicologie, il faut que ce soit un produit qui soit à risque de morbidité, de mortalité. Il ne faut pas qu'il y ait d'antidote, sinon un antidote, c'est quand même beaucoup plus simple à faire que l'épuration extra-rénale. Il ne faut pas qu'il y ait de technique d'épuration autre, type digestive, qui permettra d'éliminer extrêmement vite le toxique. Il ne faut pas que spontanément le patient soit en train de clairer son toxique. Ça ne sert à rien si le patient urine très vite tout son toxique d'aller le dialyser. S'il y a un volume de distribution qui est gigantesque, c'est-à-dire c'est fixé aux protéines ou c'est en intracellulaire, et donc là, on n'aura rien, on ne récupérera rien avec la dialyse. Et puis, si c'est quelque chose qui est trop lié aux protéines, il faut faire autre chose que de la dialyse. Mais si vous satisfaites à toutes ces conditions, ce n'est pas complètement tard de penser à l'épuration extra-rénale, notamment la dialyse. Alors, un exemple dans lequel ça peut être recommandé, c'est l'intoxication au méthanol. Le méthanol est métabolisé par l'alcool déshydrogénase en formaldéhyde, qui est lui encore métabolisé par l'aldéhyde déshydrogénase en acide formique, qui lui est extrêmement toxique pour les reins, qui va donner une acidose, et puis va être toxique pour les reins. Ça va faire des précipitations d'acide formique dans les reins, d'oxalate en pratique, et donc ça donne une insuffisance rénale irréversible. Et donc, le traitement, c'est de faire du fomépizole, qui est l'antagonisme de l'alcool déshydrogénase. Donc, ça va bloquer le méthanol à ce stade-là, qui n'est pas très toxique, un peu, mais pas très toxique. En pratique, le méthanol, non, le faricifamique, ça ne donne pas des dépôts dans les reins, pardon. Ça donne une névrite toxique rétrobulaire, ça rend les gens aveugles. C'est ce que vous voyez dans le. Je confondais avec l'éthyène glucose, pardon. Mais c'est ce que dans les tontons flingueurs, c'est quand ils disent on a arrêté de le servir aux clients, ça les rendait aveugles. Parce que le méthanol est transformé en acide formique qui rend les clients aveugles. Donc là, le traitement, c'est de mettre du fomépizole qui empêche le méthanol de progresser vers un produit plus toxique, mais sauf que le méthanol, il persiste. Et c'est une clairance très lente, le méthanol. Et donc, l'idée, c'est d'associer fomépizole plus dialyse. Et là, on passe à un temps de vie de 211 heures à 9 heures. Bon, il y a d'autres techniques, c'est de faire de très fortes doses de fomépizole pendant très longtemps, mais ça coûte très cher. Bon, je ne reviens pas donc, sur les. Donc voilà, les recommandations EXTRIP, ça vient sous ce format-là, avec des recommandations, qu'à chaque fois, c'est des recommandations de pas très haut niveau, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études en toxicologie. Et voilà les recommandations pour le lithium d'EXTRIP. Donc, c'est recommandé, si vous avez une altération de la fonction rénale et une lithémie à plus de 4, ou en présence d'une altération du niveau de conscience, des convulsions, ou des arythmies, qui sont les caractéristiques du lithium, quel que soit le taux de lithium. Et c'est suggéré, donc c'est une recommandation un peu moins fort, si vous avez plus de 5 de lithium, ou si vous avez une confusion, quel que soit le taux de lithium et quelle que soit la fonction rénale, ou si vous avez un temps attendu pour arriver en dessous de 1 de lithémie et de plus de 36 heures, mais il ne donne pas la recette comme on fait pour évaluer ça. Alors, pour illustrer cette recommandation EXTRIP, partir sur une publication, je vous recommande de lire, si vous avez
un article à lire à l'issue de cette présentation, c'est celle-ci, qui est l'article qui décrit une série de 128 cas d'intox au lithium, qui est publié par Dominique Vaudevar et Bruno Megarban, qui est extrêmement clair et qui vous décrit extrêmement bien ce que c'est qu'une intoxication au lithium et comment la prise en charge. C'est très bien écrit. Je ne dis pas ça parce que Dominique est là, je le dirais même s'il n'était pas là. Mais vraiment, c'est l'article à lire. Donc, c'est dans Clinical Toxicology de 2016. Vous tapez Vaudevar, Clinical Toxicology 2016. Alors, il a probablement publié plusieurs articles en 2016, donc Clinical Toxicology 2010. Mais voilà, sur le lithium, il y en aura un seul. Donc, 128 cas. Et on répartit les intox au lithium en trois catégories. Les aigus purs, donc les patients qui ne prennent jamais de lithium et puis qui ont pris plein de comprimés d'un coup. Les aigus surchroniques, qui est probablement le cas de ces patients-là, qui sont des gens qui sont en chronique sous lithium et qui vont faire une intoxication en plus. Et puis les chroniques pures, qui sont les patients qui sont au lithium sous long cours et qui vont avoir une insuffisance rénale qui va apparaître. Et ils ne changent pas leur dosage, mais ils vont développer une intoxication chronique, alors qui peut venir très vite, mais une forme chronique d'intox au lithium. Dans 50% des cas, comme dans toutes les intoxications, c'est des polyintoxications. Et il y a eu 4 décès, dont 3 précoces en défense multiviscérale sur lesquels ils n'ont pas eu le temps de faire grand-chose, à part de constater qu'ils allaient mourir, et un AVC un peu tardif. Et en termes de prise en charge, il y a eu, dans la série publiée par Dominique, 22 épurations extra-rénales. Alors, ça, c'est le tableau de résultats des patients, où on voit les différents types aigus surchroniques, chroniques. Vous avez ce que ça donne en concentration. Donc, vous voyez, en admission, dans les 3 cas, ils sont autour de 2,6, 2,8, ce qui est le cas de cette patiente. Le pic, ça montait autour de 4 en aigus surchronique, jusqu'à 6 millimoles. Et on regarde ce qui a été fait en termes d'épuration digestive. Alors, dans un petit nombre de cas, l'irrigation digestive, donc vous voyez, c'était un peu plus fait dans l'aigus surchronique, parce que c'est là où il y a le plus de médicaments qui peuvent éventuellement un peu stagner, notamment les formes LP. Le lavage gastrique, ça a été fait, mais ça ne se fait plus du tout, le lavage gastrique. Alors, le charbon activé, ça a été fait dans un petit nombre de cas. Sauf, en fait, le charbon activé, ça ne sert à rien de le faire parce que le lithium n'est pas carboabsorbable. Donc, on peut tout de suite laisser tomber. Et le caïxalate a été fait un petit nombre de patients. Le caïxalate, c'est intéressant puisque c'est un chélateur du potassium en premier, mais c'est un chélateur du lithium. Donc, ça permet d'épurer du lithium. Et pas que le lithium de la lumière digestive, ça fait venir du lithium qui est dans le sang vers la lumière digestive et ça permet de l'éliminer. Alors, en fait, si on reprend sur cette série-là, ce qui aurait dû être fait si on suivait les suggestions extrip, donc lithémie à plus de 5, confus ou plus de 36 heures pour moins de lithium, en fait, ce n'est pas 22 patients qui l'auraient fait utiliser, c'est quasiment tous les patients, 101 patients. Et c'est énorme, c'est gigantesque. Si on prend les recommandés, donc plus de cas de lithémie et insuffisance rénale ou des signes neurologiques ou signes cardiaques un peu graves, on serait à 70 patients. On est encore très loin des 22 patients dialysés dans la série française. Et donc, ces 22 patients, en fait, ils ne recoupent même pas exactement, ils sont même pas. Certains patients qui n'étaient même pas été suggérés ont été dialysés, c'est pour ça que mon rond rouge est un peu en superposition avec le rond bleu. Alors, ils ont fait une analyse intéressante, Dominique Vaudevar et Bruno, c'est qu'ils sont repartis des critères associés aux 22 patients. Et en fait, il y avait 2 critères qui ressortaient, lithémie à plus de 5 et créat à plus de 200. Et donc, si on prend ces patients, en fait, on retrouve, il aurait fallu dialyser ce qu'ils ont publié comme les critères de Paris, un peu plus de patients, 46 patients qui sont les rangs jaunes. Alors, tout ça vous paraît probablement un peu compliqué à suivre, et ça l'est, parce qu'en fait, c'est très difficile de savoir qu'il faut dialyser malgré toutes ces modélisations, parce que les patients très graves qui sont morts, évidemment, ils étaient très graves, ils avaient des taux de lithium élevés, une insuffisance rénale. Tout le monde aurait voulu les dialyser, mais la plupart, on n'a même pas eu le temps de les dialyser. Et en fait, la question de la dialyse, elle porte sur les patients qui vont avoir des altérations neurologiques un peu persistantes. Et c'est en fait les formes très graves, on sait qu'il faut les dialyser, cliniquement très graves avec une insuffisance rénale, un coma, des formes cardiaques, il n'y a pas de doute. La question, c'est les formes un peu intermédiaires. Et ce qui pose question, en fait, c'est en sortie de réanimation, vous voyez, il y a 50% des patients, là, non dialysés,
dans les formes un peu graves qui avaient les critères de Paris, qui avaient des troubles neurologiques persistants à la fin du séjour. Et la question, c'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait de ces troubles neurologiques persistants? Est-ce qu'il faut attendre une semaine de plus pour qu'ils disparaissent? Et à ce moment-là, une semaine de plus, c'est rien, on s'en fiche, il faut juste attendre une semaine. Parce que dialyser un patient, c'est vraiment un risque important pour lui. Hein. On tue des patients avec des cathés, on tue des patients avec des embolies gazeuses et avec des anticoagulations. Et donc, un patient qu'on va éviter de dialyser parce qu'il n'en a pas besoin, c'est une très bonne chose. Mais on ne sait pas si ces patients ne vont pas garder des séquelles à long terme. Et il y a l'hypothèse d'un syndrome qui s'appelle le syndrome Silent, qui serait les séquelles à long terme d'une intoxication au lithium. On ne sait pas si ça existe ou pas. Donc, c'est ce qui fait nourrir tout le débat de l'intoxication au lithium. Je veux dire que pour vous, de messages très clairs, il faut dialyser les patients. Je crois que les critères de Paris sont plutôt des bons critères parce qu'ils permettent de sélectionner les patients qui sont à risque de mortalité immédiate, donc les lithémies très élevées, et ceux qui ont une insuffisance rénale, et a fortiori ceux qui ont une lithémie élevée et qui ont une insuffisance rénale, ils sont forcément symptomatiques, et ceux-là, il faut absolument les dialyser. Mais en tout cas, je vous déconseille d'utiliser les critères EXTRIP, que ce soit recommandé ou suggéré, parce qu'il il pousse à dialyser beaucoup trop de patients. C'est une vision très américaine, très maximaliste, mais qui est probablement à risque pour les patients. C'est ce qu'on peut recommander de façon globale pour l'épuration extra-rénale en toxicologie, c'est il faut envisager de dialyser les patients avec un produit dialysable qui est symptomatique. Ça sert à rien de dialyser un patient qui va bien, qui a des taux élevés. S'il n'y a pas des taux élevés, la dialyse ne va rien permettre de retirer, et qui ont une défaillance rénale. Parce qu'ils n'ont pas de défaillance rénale, ils vont clairer leur toxique tout seuls et ce n'est pas la peine de prendre le risque de les dialyser. Et ça, c'est vrai pour les toxiques carboabsorbables, donc les alcools toxiques, donc pas l'éthanol, mais le méthanol, l'éthylène glycol, le lithium, le valproate, qui est probablement l'indication les plus fortes, la metformine et l'aspirine. Alors, je continue et on a bientôt terminé, rassurez-vous. Donc, un des points importants, c'est dans le lithium, c'est de faire des dosages répétés, en fait, pour décider de ce qu'il faut faire. Si vous avez des dosages à 12 heures d'intervalle qui augmentent, ça veut dire que vous avez une libération digestive qui augmente, parce qu'il y a un BSOR ou parce qu'il y a une forme LP. Ça, c'est probablement une très bonne indication d'aller faire une irrigation digestive, avec la limite que ces patients-là peuvent avoir, quand ils ont des formes graves, une intolérance digestive avec un illus fonctionnel et que parfois on n'arrive pas à le faire. Si vous avez une diminution rapide des taux de lithium sur 12 heures, le patient est en train de clairer tout seul son toxique, même s'il est symptomatique, ça va guérir tout seul, pas la peine d'aller dialyser. Si vous avez une stabilité ou une décroissance lente, et ça s'observera le plus souvent en situation d'insuffisance rénale, si c'est une forme aiguë pure, la dialyse est particulièrement intéressante. Si c'est une forme chronique ou aiguë sur chronique, l'épuration rénale va être indiquée et en plus le caïxalate est intéressant pour aller faire cette chélation cette chélation supplémentaire. Alors, on reprend le cas de notre patiente. Donc, je vous rappelle, intubée transférée en réanimation. Donc, un lithium à 2,9. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'elle était massivement réhydratée et ça, c'est majeur. Hein. C'est la première chose à faire dans le lithium, c'est l'hydrater. Le lithium entraîne une perte de sel et d'eau obligatoire, donc ils sont très déshydratés en en extracellulaire. Donc, il faut leur apporter de grandes quantités de sérum salé et d'eau libre. Là, c'était sous forme de G5. On a eu 5 litres dans les 12 premières heures, 3 litres de sérum salé isotonique et 2 litres de G5. Il y a eu un essai d'irrigation digestive par l'équipe sur place. Je ne sais pas si c'était déjà le moment de le faire, mais pourquoi pas. Mais c'était arrêté parce qu'il y avait des vomissements dès qu'on essayait de le faire, enfin une intolérance digestive. Elle a été sédatée pour arrêter les myoclonies. Le lendemain, à H12, on refait une lithémie qui est à 2,6, donc il ne décroît pas beaucoup. La créate a monté, elle était à 180, elle était à 119 initialement. Elle a l'EEG qui a été fait, il n'y a pas de convulsion, donc c'est assez classique du lithium avec des états de conscience, avec des myoclonies, mais en fait, ce n'est pas un état mal convulsif. Donc, il suffit de l'endormir avec des benzos et ça arrête les myoclonies. Et donc, la question là qu'on vous pose, c'est avec ces informations d'une lithémie qui s'élève, donc qui décroît peu, une insuffisance rénale qui se majeure. Je ne sais pas si tu peux lancer le questionnaire, là, Dominique.
Voilà. Est-ce qu'avec cette information-là, est-ce que vous auriez à coup sûr dialysé tout de suite ou un degré modéré, hein, c'est le forme TCS hein, d'interrogation, ou ouais, vous auriez dialysé, mais enfin, conviction modérée ou conviction molle, ou non, il ne faut pas dialyser, ou certainement pas dialyser, ou vraiment, mais surtout pas avec trois croix pour le non. Donc, on vous laisse un peu répondre. Un petit effort encore. Un petit effort. Bon, ça bouge pas, Nicolas. Ça ne bouge pas. Bon, ils sont tous morts ou intoxiqués au PowerPoint. La forme la plus fréquente d'intoxication en ce moment, c'est l'intoxication en PowerPoint. Bon, je crois que là, l'équipe l'a dialysé. En fait, c'est la dernière d'apo. Moi, je pense que j'aurais mis, oui, 2 croix ou 3 croix pour la dialyse. On a une glycémie qui ne baisse pas. Enfin, un taux élevé de lithium, même si ce n'est pas extrêmement élevé. Il y a une insuffisance rénale qui se majore alors qu'elle était très bien réhydratée. Et donc, la partie fonctionnelle, là, on n'y croit pas. Ou en tout cas, elle n'est pas réversible immédiatement. Elle est symptomatique. Donc, pour moi, ça fait partie des patients qu'il faut dialyser. Dominique, je ne sais pas ton avis. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, ce cas montre tout à fait qu'il faut se laisser un petit peu le temps. C'est-à-dire qu'il faut faire la décontamination digestive, c'est des formes LP rapidement, avec toutes les limites dont tu as parlé. Hein. Soit ils vomissent, soit ils sont des troubles de la conscience importants, et donc c'est une contre-indication. L'EG, simplement pour revenir, il y a certes des myoclonies, mais il peut y avoir des convulsions infracliniques, donc c'est quand même une bonne indication de toujours faire un EEG dès qu'il y a des troubles de la conscience. Et puis là, manifestement, elle absorbe plus, mais elle a un retard à l'élimination tout en étant très symptomatique. Donc la dialyse est indiquée. Après, juste ce que je voulais souligner, Nicolas, c'est que en fait, aucune étude n'a montré que la dialyse améliorait le pronostic des intoxications par le lithium. C'est pour ça que tout le monde cherche un peu des critères pour savoir dans quel cas. Mais en fait, les concentrations plasmatiques ne reflètent pas du tout les concentrations cérébrales. Et quand vous avez, je ne sais pas, 2, 6 au niveau plasmatique, si ça se trouve, vous avez 5 au niveau cérébral, mais vous pouvez aussi avoir moins. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de débats autour des indications de la dialyse. Maintenant, ils approchent plus ou moins maximalistes. L'approche américaine est très, très maximaliste. L'approche française qu'on vous recommande, hein, c'est retenez des taux un peu élevés des patients symptomatiques et une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale qui persiste après la réhydratation, hein, parce que vous avez quelques heures pour essayer de réhydrater. Cela, ça ne pose pas de discussion. La question, c'est sur les formes un peu moins graves, neurologiques, mais avec une insuffisance rénale modérée, qui baisse un peu. Et toute la question porte sur est-ce qu'il y a une toxicité chronique à long terme et en pratique, on ne sait pas. En gros, est-ce que faire gagner 12 heures ou 24 heures pour faire baisser les plus vite, est-ce que ça va éviter des séquelles à long terme? Personne n'en sait rien et c'est même pas sûr qu'il y ait des séquelles à long terme. Donc, pour ça qu'on recommande l'approche plutôt prudente. De dialyser que quand ça paraît évident qu'il faut dialyser. Il y a une question pertinente, l'hypernatrémie est une vraie hypernatrémie ou un artefact lié au lithium. Non, ce n'est pas un artefact lié au lithium. C'est bien une vraie hypernatrémie avec hyperosmolaire. En fait, le lithium en chronique va donner, pour vous donner l'histoire de cette patiente sur l'hypernatrémie, le lithium en chronique donne une insuffisance rénale chronique possible, mais la plupart n'en ont pas, mais c'est possible. Mais il va donner de façon beaucoup plus fréquente, parce que le lithium s'accumule dans les reins, un diabète insipide, que les gens compensent très bien en buvant plus, si ils ont un syndrome polyuropolydipsique modeste, mais ils ont un syndrome polyuropolydipsique. Donc, ils ont une perte d'eau obligatoire qui compense en buvant de l'eau. Quand ils ont une intoxication, ils ont des troubles de conscience. Donc, leur perte d'eau obligatoire continue, mais ils ne sont plus capables de boire. Donc, ils se déshydratent en intracellulaire et ils deviennent hypernatrémiques, ce qui va aggraver les troubles de conscience. Et en plus, l'intoxication au lithium va donner une perte
en aiguë, il a donné une perte obligatoire de sel qui va déshydrater les gens en extracellulaire, qui va majorer l'insuffisance rénale et qui va majorer encore plus l'intox au lithium. Donc, vous avez un effet auto-aggraveur de l'intox au lithium qui va, par le biais du diabète insipide que les gens ne peuvent plus corriger, aggraver les troubles neurologiques sur l'hypernatrémie. Enfin, le lithium est déjà pas mal hein, pour donner des troubles neurologiques. Hein, et donner une insuffisance rénale qui auto-aggrave l'accumulation du lithium. D'où l'importance majeure de les réhydrater très agressivement au départ. Il y a une autre question, Nicolas, c'est quel est le meilleur type d'épuration extra-rénale, hémodialyse ou hémodiafiltration ou filtration, pour des intoxications au lithium? Moi, j'ai un avis assez tranché là-dessus dans tout ce qui est toxicologie, c'est la dialyse. Pas tellement en termes de dialyse versus filtration. C'est pas une question du type de membrane, enfin, de type d'échange à travers membrane convective versus diffusif, mais la dialyse telle qu'elle est conçue dans les services, c'est de la dialyse à relativement haut débit, avec un débit dialysat de 500 ml/minute. Le débit donc, on peut dire que c'est un taux d'épuration qu'on peut ramener, pour vous donner un chiffre, à 500 ml/minute, alors que le taux d'épuration d'une hémofiltration continue, qui est ce qu'on va brancher habituellement en réanimation, est de l'ordre de 150 ml/minute. Et donc, la dialyse va en gros 5 fois plus vite. Donc, pour une molécule qui est aussi diffusible que le lithium, la dialyse va beaucoup plus être performante pour éliminer vite du lithium. Alors, je rajouterais juste un petit point, c'est que à l'arrêt de la dialyse, de l'hémodialyse Ah oui. intermittente avec le lithium, il peut y avoir des rebonds. Ah bah c'est sûr même. C'est Donc, sûr qu'on va avoir un rebond. donc Quasiment sûr. ce qui est préconisé, en fait, c'est le relargage de ce qui a été distribué, mais ce qui est préconisé, c'est de faire hémodialyse pour bien diminuer la concentration et ensuite hémodiafiltration avec un objectif d'avoir une lithémie inférieure à 1 millimol. Ouais, je serais entre refaire un hémodialyse plus infiltration ou refaire une deuxième séance de dialyse derrière, enfin 4 heures plus tard ou 6 heures plus tard. Je trouve ça compliqué de faire deux techniques différentes. Non, 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 mais tout à fait. Après, bon, Non, on c'est voit plutôt qu'on ce qui est est. recommandé à l'heure actuelle, bon, mais sur des arguments purement pharmacocinétiques qui ne reflètent peut-être pas l'intoxication en elle-même. Alors, votre question qui est amusante, hein, enfin amusante, amusante dans le bon sens du terme, hein, sur l'aération extracellulaire est faite par augmentation de l'osmolalité. Non, ce n'est pas une diurèse osmotique, en fait, le lithium. Oui, c'est un osmolactif, le lithium, mais c'est pas il n'y aura jamais assez hein, dans les urines pour entraîner une diurèse osmotique. Hein. Simplement, le lithium est un inhibiteur compétitif des pompes et des canaux sodiques. Et donc, en fait, le lithium vient saturer tous les transporteurs du sodium. Et donc, le sodium qui est dans l'urine primitive ne peut plus être réabsorbé, typiquement par la NaK2-chlore. Et donc, vous avez plus de réabsorption dans l'anse de Henle de sodium parce que la pompe est bloquée. Et donc, vous avez une perte de sodium obligatoire. Mais ce n'est pas par un mécanisme osmotiquement actif, c'est par un mécanisme compétitif sur les pompes et les canaux sodiques. Bonbon, DAC, merci, te dit Omar. Voilà, mais rappelez les éléments très simples de toxicologie. Hein. D'abord, ne pas se planter de diagnostic, vous ne faites pas avoir. On vous dit que c'est une intox, ça peut être autre chose. Les toxidromes, c'est majeur pour savoir si c'est compatible avec les produits supposés ingérer et c'est un impact clinique direct pour savoir si on fait du flumazenil ou pas. Et ça, parce que là, le flumazenil, sur un patient, vous avez envie de le démarrer dans les 20 minutes de suivant de mission pour savoir si vous allez éviter l'intubation ou pas. Et ça, aucun dosage toxicologique vous répondra assez vite. Donc, c'est la clinique qui compte. Le message majeur qu'en toxicologie, ce qui sauve les patients, c'est de protéger les voies aériennes. Après, il y a toutes les intoxications qui sont évidemment beaucoup plus rares, je dirais que plus intéressantes pour une vue toxicologique, hein, qui vont demander les antidotes plus compliqués, les épurations extra-rénales, l'ECMO dans les cardiotropes, mais en termes de santé publique, c'est la protection des voies aériennes qui sauve l'essentiel des patients. Voilà, l'intox au lithium est malgré tout, alors 70% des intox, hein, enfin 80% des intox et des psychotropes assez simples. Maintenant, dans la deuxième niveau en termes de fréquence, vous avez des médicaments comme clairement le paracétamol, le lithium, la metformine,
voilà, les antiépileptiques et cela, il faut les cardiotropes, ça fait partie de la série qu'il faut que vous connaissiez. Ensuite, vous avez tous les médicaments possibles et imaginables, tous les produits de la ferme, les produits voilà, qui font la toxicologie très rare, qui est passionnante, hein, mais qui est très rare. Vous n'avez pas encore besoin de la connaître. Mais le lithium, pour vous, réanimateurs, vous avez besoin de connaître vraiment l'intoxication au lithium parce que vous en aurez. Et vous en aurez, c'est des formes assez graves, hein, c'est des formes qui tuent, c'est des formes sur lesquelles on se pose des questions de prise en charge. N'oubliez pas que la réhydratation est majeure. Il y a des techniques d'épuration digestive, mais voilà, qui peuvent se discuter. Et l'épuration extra-rénale, voilà, se discute. Gardez-les dans les formes graves avec insuffisance rénale et formes symptomatiques. Les autres, c'est des indications plus discutables à discuter à heure réveillée. Voilà les quelques messages le plus simple possible pour ce soir. Merci beaucoup, Nicolas. J'ajouterais juste que la toxicologie, ce n'est pas le domaine où il y a le plus de monde dans notre discipline. Et que si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Donc, on va terminer ce dernier webinaire de toxicologie. Encore merci à Nicolas. Et donc, la semaine prochaine, je n'ai pas le programme et vous allez être tenu au courant du prochain webinaire. Je ne sais pas si les cours sont en ligne enregistrés, mais en tout cas, Damien devait faire au plus vite. Donc, ça devrait arriver à très bientôt. Et ben, bonne soirée, Nicolas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, bon courage. Et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.